Une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai, je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible. Je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être, hélas, qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi et cependant je crois rêver. Et moi aussi. J'étais heureux alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles, mon nom m'appelait au trône. Et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. J'ai d'abord conçu le dessein de tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Il me fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Quelle tête de fer as-tu, ami, quelle tête de fer! Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses. Il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre que j'ai souffert. Et il y a des blessures dont on ne lève pas l'appareil impunément. Eh bien, c'est inattendu. Janvier 1834. Après Gênes et avant Venise, George Sand et Alfred de Musset font un court séjour à Florence. Et c'est là, dans cette chambre d'hôtel, qu'Alfred de Musset, après avoir rêvé tout le jour devant les sombres palais des Médicis et des Strozzi, jette sur le papier l'ébauche de son Lorenzaccio. Quand une scène se précise, il pose la plume et lit, sollicitant une critique et guettant un encouragement. Que dis-tu de ce rebondissement? Cette scène devient un tournant capital, la charnière du drame. Pour ça, oui, tu n'y vas pas de main morte. Alors on va apprendre comme ça, tout de go, que Lorenzo est un patriote, un idéaliste. Que sa dépravation n'était qu'un masque, une ruse. J'ai été conduit presque malgré moi à lui donner ce caractère. Oh, j'y pensais vaguement depuis plusieurs jours, mais ce soir, je n'ai plus résisté. Tu n'as pas peur que cette révélation vienne trop tard, au troisième acte? Oh non, je veux que cela éclate comme une bombe. Non, ne proteste pas, tu vas comprendre. Depuis que tu m'as mis ce sujet en tête... J'ai eu tort. Oh, mais tu as eu 100 fois, 1000 fois raison. Et tu t'es montrée généreuse, comme toujours. Ben, ce sujet était à toi, tu avais commencé à le traiter. Mettons que je t'ai fait un cadeau. Faire des cadeaux est une forme de l'égoïsme. Ça ne m'explique toujours pas pourquoi ta bombe à retardement n'éclate qu'au 3. Oh, j'ai beaucoup d'ambition pour ce Lorenzaccio. Peut-être justement parce que c'est toi qui me l'as donné. Au début, je n'y avais vu qu'un drame humain, individuel. Il m'avait paru intéressant que mon personnage fût débauché, pourri, jusqu'à la moelle, avili. Mais peu à peu m'est venu le désir, le besoin même de viser plus haut. J'ai été hanté par l'idée de ce crime. Et j'y ai mêlé de grands mots que je n'ai pas souvent prononcés, je le confesse. La liberté, la patrie, le bonheur des hommes, la République. L'assassinat d'un tyran est devenu l'assassinat du tyran. L'acte politique qui peut arracher un peuple à sa torpeur. Diable, ça peut te mener loin. Oh oui, très loin. C'est un engrenage. Pour exalter le geste, je dois grandir celui qui l'accomplit. Il faut que Lorenzo, malgré les apparences, ait été foncièrement pur, noble, désintéressé. Puisqu'il tue César, il faut qu'il soit Brutus. Exactement. Oh, si tu le permets, je m'en servirai. Ce sera un cadeau de plus. Tu n'as pas peur que cet excès de vertu rende ton personnage un peu fade? Oh, l'excès de vertu, il ne faut pas exagérer. J'en fais un héros, pas un petit saint. En somme, tu vas réaliser ce tour de force. Ton Lorenzaccio va apparaître comme un personnage de notre siècle, et cependant, la vérité historique va être respectée jusqu'au moindre détail. C'est vrai. C'est vrai, Alfred de Musset a suivi la vérité historique jusque dans ses moindres détails. Mais, pour l'essentiel, je ne veux pas en dire autant.
Est-ce Lorenzo de Médicis, ce Lorenzaccio, ce héros transfiguré, si bien fait pour vivre au XIXe siècle, qui a été déçu par 1830 et qui appelle de ses voeux 48? À vrai dire, poser la question justifie notre propos et éclaire peut-être un peu le titre que vous avez vu ce soir sur votre écran, l'histoire dépasse la fiction. Mais surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de se livrer à quelques comparaisons ridicules et stupides. Il ne s'agit pas de refaire Lorenzaccio. Oh non, non. Lorenzaccio, vous le savez, est certainement le sommet de l'œuvre d'Alfred de Musset. Et certains, nous, entre autres, considérons que c'est le sommet de l'art dramatique du XIXe siècle. Lorenzaccio sera ce soir la fiction. La fiction telle qu'elle est sortie de l'esprit de Musset, telle qu'il l'a vue basée sur les réalités. Mais quelquefois, la réalité, la vérité historique, est plus riche en rebondissements dramatiques, en suspense, dirions-nous maintenant, que l'œuvre d'imagination. Lorenzaccio, opposé au véritable visage de Lorenzo de Médicis, appelé familièrement par ses amis Lorenzino, qui, par un beau matin de janvier 1537, le 6 janvier exactement, assassina son cousin, Alexandre, duc de Florence. Alfred de Musset a voulu son héros magnifié, pur comme un lys, bien sûr avec quelques vices, mais pour la bonne cause. Conscient de sa mission, d'une inspiration quasi miraculeuse, également conscient de l'inutilité de son crime. D'ailleurs, lorsque le crime est commis, sa personnalité s'est affermie, il disparaît. Il a tout dit, tout a été fait, Musset le fait disparaître. Lorenzo, lui, a aussi une logique, oh, pas une logique romantique, c'est la logique de son temps, sa logique à lui, la logique du XVIe siècle. Lorenzo de Médicis n'est pas pur, n'est pas noble, n'est pas désintéressé. Lorenzo de Médicis considère son crime non comme un aboutissement, non comme un but. Au contraire, c'est un départ. C'est un départ, et de ce départ, il va se trouver, lui, à son tour, magnifié, transfiguré. Mais il n'a pas fini. Alors que Lorenzaccio disparaît, Lorenzo renaît. Il a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, longtemps à vivre. Je ne suis pas ici ce soir pour vous raconter, Lorenzo. Non, comme vous, si vous le voulez, je serai spectateur. Et pour être spectateur, nous allons partir pour l'Italie. Pas encore pour Florence, avec George Sand et Alfred de Musset, nous les avons vus tout à l'heure. Non, nous allons d'abord partir pour Rome. Rome, 3 siècles auparavant, non pas en 1834, mais en 1534. Vous croyez? Eh bien, tu t'en souviendras de ta première nuit passée au couvent. Ah oui, je m'en souviendrai. 16 ans, une taille, un grain de peau. Je vois. Que faudra-t-il t'offrir ce soir pour te distraire de cette nouvelle maîtresse? Mais une autre? Elle n'aura pas 16 ans. Pas encore. Non, plus jamais. Tant mieux. L'innocence manque de piment. Oh, le piment ce soir ne fera pas défaut. Quant au reste, tu sais que je fais toujours de mon mieux pour divertir mes hôtes. Les divertir ou les pervertir? L'un ne va pas sans l'autre. Dis-moi, Lorenzino, si nous profitions de ce que nous sommes seuls encore pour parler un peu de Florence. Oh non, non, de Florence, non, surtout pas, tu gâches ma soirée. Plus de 16 ans, dis-tu? Non. Mais pas beaucoup plus. Sois tranquille. Écoute, Lorenzino, Florence, c'est notre patrie à tous deux. Nous n'avons pas le droit. Non, 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 pas toi, et en tout cas pas avec moi. Je ne connais qu'une patrie, j'y passe toutes mes nuits et j'espère bien n'en avoir jamais fait le tour. C'était hier la chambre d'une nonne, avant-hier celle... Pas de vantardise, mon jeune coq. À ton âge, ma devise était... Je sais. Mal faire et n'en rien dire, mais je ne suis pas forcé de t'imiter en tout. Imite-moi en pensant à Florence. Encore. Philippe Strozzi pleurant sur les malheurs de sa patrie. Oh, sais-tu que cela ferait un excellent sujet à proposer au sculpteur qui serait chargé d'orner ton tombeau? Tais-toi, tu vas me porter malheur. Ah, bonheur, tu veux dire bonheur? Songe à ta vie éternelle, Philippe, chaude, brûlante,
au paradis des débauchés, là où sont les plus belles filles. Et puis, sois tranquille, je viendrai t'y rejoindre. Mais un peu plus tard. Tu ne respectes rien. Allons, bon, voilà qu'il veut qu'on le respecte à présent. Et il fallait y prendre autrement, mon compère. Habituer tes amis à des vins moins capiteux, leur offrir une hospitalité moins généreuse. Il est impossible de parler sérieusement avec toi. Sérieusement? Ah, c'était donc sérieux. Eh bien oui, après tout, parlons-en. Il y a encore des filles à déshonorer à Florence, des maris à bermener, des murs de couvent à escalader. Sais-tu qu'il m'arrive parfois, et oui, même à moi, à être écœuré par ton cynisme. Quand l'élève est doué, il finit toujours par dépasser son maître. Oh, cela m'est déjà arrivé une fois, avec mon précepteur, ce bon Zeffi. Je lui ai révélé certains passages de Plutarque. Tu vois lesquels? Et si je te disais que j'ai quelque intérêt à voir Florence secouer ses chaînes, ne m'aiderais-tu pas? Après tout, tu es un Médicis. Hélas. Pourquoi me dire de ta race? Parce qu'elle est maudite. Et ce n'est pas le jour où tu t'es allié à elle que cette malédiction est élevée. Qui parle aujourd'hui au nom des Médicis? Alexandre? Oh, pardon. Monseigneur le duc Alexandre? Un bâtard dont la mère elle-même, cette souillon de cuisine, n'a su dire de quel Médicis il était le fils. Hippolyte? Le cardinal neveu? Bâtard lui aussi, cafard et fourbe. Tiens, si tu me forces encore à parler des deux mulets, la colère va me gâter le sang. Les deux mulets? Un moine vient d'être jeté dans l'impace par mon cousin le duc de Florence pour avoir dit en chair que Noé avait refusé l'accès de son arche aux mulets. Mais qu'est-ce encore cette histoire? Elle est véridique. Le frère prêcheur avait ajouté: Noé, du pont de son vaisseau, criait à tue-tête: pas de bâtard à bord. Oh, sans cœur, pense au moine. Oh, à moins qu'il prenne en prison ailleurs. Mais tu vois bien que tu t'intéresses à Florence. Tu en reçois des nouvelles. C'est le pape qui les a reçues. J'étais présent lorsque sa colère a éclaté contre ce moine. Il a même fallu que je feigne l'indignation pour faire ma cour. Oh, ne te plains pas. C'est peu de choses de devoir dissimuler quand cela rapporte le gîte, le couvert, l'argent de poche et la considération des imbéciles. Car on t'envie à Rome d'être le neveu préféré du Saint-Père. Ce soudard devenu cardinal, puis pape, parce qu'il est né Médicis. Tu es bien sévère pour ton oncle Clément. Oh, tu retardes. Personne à Rome ne l'appelle plus ainsi, c'est le pape qui ment. Et non Clément, disent les bonnes gens. Les bonnes gens que tu fréquentes, cher petit ruffian. En tout cas, ne me dis plus que tu ne penses pas à la politique. Oh, mais c'est pourtant la vérité. Je ne me soucie pas de conspirer contre tous ces petits ruffians. Mais je ne conspire pas contre eux. Le plaisir vaut mieux que l'argent puisqu'il aide à s'en passer. J'ai retenu telle leçon, maître Philippe. Oui, je sais que tu as bonne mémoire. Je ne renie pas cette formule. Mais justement, elle place l'argent au premier rang. Or, pour atteindre l'argent, tu sais bien que la politique... C'est vrai, j'oublie toujours que tu es banquier. Alors la banque conspire. La banque s'efforce de n'être jamais prise au dépourvu par une révolution. Or, à Florence, la révolution couvre. Elle couvre depuis si longtemps que ses œufs doivent être pourris. Ce que j'aime en toi, c'est que les mots qui te viennent naturellement aux lèvres sont un peu à ton image. Écoute, Lorenzino. Le pape s'est vengé de l'affront fait par Florence à ses chers mulets, comme tu dis, en livrant la ville aux soldats allemands. Ton cousin Alexandre n'est duc que par la grâce de l'empereur. Les mœurs florentins sont bannis. Même les banquiers. Un jour ou l'autre, le peuple se soulèvera. Comme toujours, il se cherchera un maître. On pourrait alors lui rappeler qu'il existe un Médicis de la bonne race, un Lorenzino, fils de Pierre-François, petit-fils du grand Lorenzo qu'on appelait déjà le populaire. Eh bien, Lorenzino, petit duc, qu'en dis-tu? Petit ruffian? Petit duc? Je commence à croire que tu as vraiment quelque chose à gagner dans cette affaire. Moi, j'y ai tout à perdre. Je te préviens, Philippe. Si tu me fais venir pour parler de politique, tu ne me reverras pas souvent. Oh, quand tu sauras qu'il va venir nous rejoindre ce soir... Ah, c'est vrai, cette surprise. Tu ne seras pas déçu. Une femme? Pour ce soir, oui. Je la connais? Non, mais tu brûles du désir de la connaître. Chaque fois que je t'ai parlé d'elle, tu m'as reproché mon égoïsme. Quoi, c'est enfin... Julia! Voici ces jeunes fous de Lorenzino dont je t'ai si souvent parlé. C'est un plaisant cavalier. Ainsi, on a fait hier retraite au couvent. Vous savez? Et ce soir, ce jaloux de Philippe consent enfin me confier le soin de parfaire votre éducation. Quel jeune homme occupé. Vous
Vous savez? Tout se sait à Rome. Et d'abord le scandale. Oh, le scandale. Bien sûr, il y a pire. D'autres avant vous ont pris plaisir à rechercher ce genre de difficultés. Et puis, n'êtes-vous pas le neveu bien-aimé à qui son bon oncle passe tout? Cela aussi se sait à Rome. Il me semble que j'ai interrompu une conversation sérieuse. Je ne voudrais pas vous... Vous pouviez arriver à un meilleur moment. Philippe commençait à m'échauffer les oreilles. Les oreilles. Et ça se dit épicurien. Alors, après le couvent. Après le couvent? Oui, vous n'allez pas en rester là. N'avez-vous jamais songé à faire enfin quelque chose de vraiment grand? À accomplir une action qui soit digne de vous, du grand nom que vous portez? Mais justement, je lui disais qu'à Florence, le peuple commence... Il s'agit bien de politique. Il n'y a de véritable grandeur que dans le scandale. Ne le sais-tu pas? Il ne faudrait pas beaucoup me provoquer avec ces yeux-là. Vraiment. Mais aurez-vous l'imagination assez fertile? Cela m'arrive. Surtout lorsque la nuit s'est passée selon mon goût. S'il ne s'agit que de cela. Lorenzino, Tout à l'heure, monseigneur, tout à l'heure, vous voyez bien que je suis pressé. tu oses venir au palais ce matin? Pourquoi pas? Je sais que mon bon oncle ne déjeune de bon appétit qu'après m'avoir vu. J'ai trop le souci de sa santé pour le... La santé de Saint-Père, misérable. Sa sainteté a failli rendre l'homme par ta faute. Son barbier l'a déjà saigné 2 fois. La colère l'étouffait. Et puis il est bien question d'appétit. Le pape n'a pas déjeuné aujourd'hui. Le pape n'a... Oh! Oui, il était temps que j'arrive pour lui rendre sa belle humeur. Quant aux saignées, elles ne me surprennent pas. J'étais sûr que le pape deviendrait apoplectique et hypocondriaque à contempler les faces qui l'entourent. C'est le carême 12 mois par an dans ce palais. Allons, laissez-moi passer, monseigneur, sinon je me plaindrai à mon oncle. Inutile, tu ne passeras pas. Vous oseriez? Tu ne passeras plus jamais. Plus jamais. Tu entends? Et tu peux rendre grâce à la mansuétude du Saint-Père qui s'est montré bien digne du nom qu'il a choisi. C'est à sa clémence que tu dois être seulement banni de Rome pour ta vie entière. Moi, Lorenzo de Pierre-François de Médicis, banni de Rome et par le pape. Prenez garde, monseigneur. L'insolence a des limites. Je vous prie châtier. Tu as compris maintenant? Insensé. Quand la nouvelle de ton dernier forfait était portée ce matin au palais, sa sainteté, ignorant encore le nom du coupable, a crié qu'on le pende par la gorge, quel qu'il soit, hormis le cardinal de Médicis. Naturellement, au cardinal neveu, au mulet du pape, tout est permis. Ingrat, c'est à lui que tu dois ta grâce. C'est lui, c'est ton cousin Hippolyte, qui s'est jeté aux pieds du Saint-Père pour implorer ton pardon. Ah, que d'histoire pour quelques statues. Quelques statues! Il a mutilé, décapité en une nuit les antiques qui faisaient la fierté de tout un peuple, saccagé le plus bel ornement de Rome. Les têtes n'étaient même pas d'époque. A-t-on seulement songé à dire à mon oncle que s'il me désigne ainsi à la réprobation, c'est sa famille, son nom qu'il va déshonorer? Sa sainteté n'a rien voulu entendre. Il a dit de toi, il est l'infamie et la honte des Médicis. Tu quitteras Rome ce soir même. Allons donc! D'ici 3 jours, personne n'y pensera plus. Et dans 1 mois, les Romains seront si souvent passés devant l'arc de Constantin qu'ils croiront en avoir toujours vu les statues comme elles sont sans leur tête. Tu partiras ce soir. La clémence du pape ne te laisse qu'un bref répit. Dès demain, le Sénat se réunit et Simon Tornabuoni a juré que ta tête serait mise à prix. Une tête de bois pour 8 têtes de pierre. Vous êtes heureux. Vous avez enfin ce que vous vouliez. Il fallait se débarrasser de Lorenzino et par tous les moyens. Son influence pouvait grandir et avec elle ses ambitions. Il pouvait lui prendre fantaisie de devenir cardinal comme Hippolyte. Pape peut-être, pourquoi pas. Être né Médicis et aimer la débauche, ce sont les meilleurs titres pour accéder à la tiare. Rome en sait quelque chose.
Imbécile. Comme si je me souciais de vos sales intrigues. Restez dans votre cloaque. Je ne vous y gênerai plus, c'est entendu, je pars. Je rentre à Florence. Ce soir, mon oncle se réjouira d'apprendre que j'ai quitté Rome. Dans 3 jours, il s'étonnera de ne plus me voir, et dans 1 mois, il gémira, il pleurera. Il enverra des courriers chercher son Lorenzino, son rayon de soleil, son éclat de rire. Mais ce sera peine perdue, vous pouvez le lui dire. De sa vie, il ne me reverra. Qu'il en crève! Cette maison est divisée avec Côme. Les 2 jardins, la vigne de Mugello, la villa de Cafagiolo qui tombe en ruine. En comptant tout, il y en a pour 1300 florins. 1327 florins, 19 deniers et 4 sols. Ça t'étonne? On se croit riche et on découvre qu'on est pauvre. Où as-tu pris que nous étions riches? Ben, je ne sais pas, moi. Tiens, je me souviens d'avoir entendu dire, lorsque notre père est mort, Pierre-François laisse 8000 ducats d'or de dette. 8000 ducats d'or, j'y ai vu le signe d'une grande prospérité. Lui aussi, sans doute. Sinon, il n'aurait pas exigé par testament ces 10 000 messes en 10 jours qui ont fini de nous ruiner. Enfin, rappelle-toi, Lorenzo, avant mon mariage, avant ton départ pour Rome, nous habitions déjà cette masure et notre mère se privait du nécessaire. À Rome, j'habitais un palais, je ne me privais de rien. Eh bien, il faillit y rester. Tu n'avais qu'à te conduire mieux. C'est toi, Lodomine, qui me parle si durement? Tu savais si bien me consoler autrefois, lorsque Zéphie m'avait appliqué la discipline. Je l'ai souvent regretté quand j'ai vu quel homme tu devenais. Les années nous ont changé, Lorenzo, mais pas de la même façon. C'est vrai, autrefois, tu chantais du matin au soir. Quelle sorte de femme as-tu connue à Rome? Il n'y a pas 6 mois que mon mari est mort et tu voudrais m'entendre rire et chanter? Pardonne-moi, je n'aurais pas dû. Finissons-en avec cet inventaire. Quand doit-il être prêt? Il doit être remis avant demain au gonfalonier de notre quartier. Et si notre déclaration est reconnue sincère, on nous prendra pour nos nouvelles impôts le 10e de 1327 florins, 19 deniers et 4 sols. En somme, Florence commence à payer les avantages que lui amène le gouvernement d'un prince. Florence paie son duc, les mignons et les maîtresses de son duc, les reîtres allemands qui protègent son duc, les poètes qui écrivent des épitaphes pour les chiens de son duc. Mais c'est vrai que les années t'ont changé. Tu te mêles de politique maintenant? De politique? Je souhaite voir Paul Florence délivré de ce tyran dépravé. Toi, tu ne crois en rien. Qu'en sais-tu? Je crois au plaisir, c'est déjà quelque chose. Notre duc croit bien au paradis. Pourquoi ne croirais-tu pas à la fortune? Depuis quelques jours, oui. Effectivement, je crois à la fortune. Et tu ne te moqueras plus de moi quand tu verras 35 000 florins étalés sur cette table. 35 000 florins? À moins de les voler. Et encore, tu n'en es pas capable. Pourquoi les voler puisqu'on nous les doit? Notre procès. Cette chicane d'héritage qui traîne depuis 5 générations. Mon pauvre Lorenzo, si c'est cela ta fortune. Pourquoi veux-tu que ce procès aboutisse? C'est qui te dit que ce sera en notre faveur? Parce que j'ai décidé d'y mettre les mains. Écoute, c'est ce bonnet de Côme qui est notre adversaire. Chut. C'est commode d'avoir à partager sa maison avec son ennemi. Oh, ennemi. S'il ne l'est pas encore, il le deviendra, je t'en réponds. Tu me fais peur, Lorenzo. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je compte tout simplement sur notre gentil cousin Alexandre. Alexandre, ce bouc, Ce bouc est duc de Florence, il faut en prendre son parti. Et il n'a qu'un mot à dire pour nous faire gagner notre procès. Pourquoi le dirait-il? Il pourrait le dire pour ses beaux yeux. Et rassure-toi, c'est pour moi qu'il le dira. Pour me faire plaisir. Lui et moi, nous sommes devenus inséparables. C'était vrai? J'avais refusé de le croire. Que veux-tu, dans cette Florence qui sue l'ennui par toutes ces vieilles pierres, il n'y a guère que lui et moi qui sachions nous amuser entre le crépuscule et l'aube. Mais je sais joindre l'utile à l'agréable. Alexandre a promis de me faire une pension. Cela paiera ses 130 florins. Il vient sur mon conseil de refuser à Côme cette compagnie de chevaux légers dont il avait tant envie.
Quant au procès, tu vas voir. 35 000 florins. Grâce à Maurice, l'ordre règne à Florence. Avec ton nouvel impôt, le trésor est à l'aise. Que te faut-il de plus? Je voudrais partager votre optimisme, monseigneur. Mais... Oui, tu es l'homme qui ajoute toujours mais, alors parle. Il n'y a rien de précis, je suis inquiet, soucieux, au sujet de l'empereur Charles Quint. Allons donc, mon auguste beau-père. Justement, je trouve que l'empereur ne se presse pas de faire célébrer votre mariage. Êtes-vous sûr qu'il veuille toujours cette alliance? Voilà plus de 5 ans que vos fiançailles ont été conclues. Et après, la princesse Marguerite n'avait que 9 ans. Je sais. Tant que ce mariage n'aura pas été conclu, je ne pourrai m'empêcher de redouter qu'on y mette obstacle. Tant de gens bien placés en Europe ont intérêt à y faire effet. Et c'est toute votre politique, monseigneur, qui est en jeu. Ce mariage se fera, à moins que tes craintes stupides ne me portent malheur. J'ai interrogé hier encore Katchar. Un astrologue. Oui, le meilleur. Il m'a prédit que je serais marié avant la fin de l'année. Puisse-t-il dire vrai? Nous serons bientôt fixés. Après tout, c'est l'empereur lui-même qui m'a demandé de l'accompagner jusqu'à Naples. De quoi veux-tu qu'il ait à me parler sinon de ce mariage? On en parlera. Mais dans quel sens? Oui. J'ai ici les rapports de plusieurs agents. Tous insistent sur les intrigues menées par les bannis de Florence. De son côté, le cardinal Hippolyte, votre cousin, vient de quitter Rome pour se rendre à Naples. Oh, je ne crains pas les bannis. Je connais Charles Quint. Il craint trop que Sirabelle fasse école pour les encourager. Non, non, crois-moi. Les bannis repartiront de Naples, comme nous disons en Toscane, avec les trompettes dans le sac. Quant à mon cousin Hippolyte, on s'occupe de lui. Et j'attends d'un jour à l'autre de bonnes nouvelles à son sujet. Ce n'est pas le tout beau cousin, celui qui est le plus à craindre. Crois-tu? Ce n'est pas ce pauvre coup? Non. Mais l'autre. Lorenzine! Alors toi aussi, tu vas me reprocher de trop aimer Lorenzine. Ah, je ne sais pas ce que vous avez tous à vous liguer contre lui. Bien sûr, Lorenzino a tous les vices. Mais tous les vices, sauf un. Il ne se mêle pas de politique. Que faut-il de plus? Si tous les Florentins lui ressemblaient, la ville serait plus gaie et le pouvoir mieux assuré. Cependant, il suffit. Ah, approche! Approche, Lorenzino. Non, non, tu ne nous déranges pas. Nous en avons terminé avec les affaires de l'État. Guichardin était en train de me féliciter d'avoir un ami comme toi. Pour ne pas être en reste, monseigneur, il faut sans doute que je vous félicite d'avoir un conseiller tel que lui. Et vous savez, mon compliment est aussi sincère que le sien. Avec votre permission, monseigneur. Va. Tu as vu sa tête? Bon, n'y pensons plus. Dis-moi plutôt ce que tu proposes pour ce soir. C'est à vous d'ordonner. Je ne sais pas. Je commence à être dégoûté des conquêtes trop faciles. C'est bon pour ce lourdeau de Côme. Oh, à propos de Côme, monseigneur, vous savez que nous avons un vieux procès qui traîne depuis longtemps? Ah, non! Non, non, Lorenzino, pas toi. Tu ne vas pas faire comme les autres et me rompre les oreilles avec des affaires sérieuses. Non. Sais-tu ce que nous devrions faire? Nous devrions dresser la liste des plus belles femmes et filles de la noblesse florentine, en les classant dans l'ordre de leur beauté. Et chaque fois que l'un de nous aurait remporté une victoire, une croix en face du nom. On peut faire mieux encore. La beauté, bien sûr, il en faut. Mais la beauté n'est rien à côté de la vertu. Une vertu qui succombe, c'est une place forte réduite après un siège. Ce n'est pas dans l'ordre de leur beauté qu'il faut classer les nobles florentines, c'est dans l'ordre de leur vertu. Ah, tu as toujours des idées comme personne. Ah, faites-moi seulement gagner mon procès et vous verrez de quoi mon imagination est capable. Non, mais pour le moment, je pense trop à cette maudite chicane. Encore? Tu n'es pas drôle, Lorenzino, aujourd'hui. Si tu tiens absolument à me parler de ce procès, nous verrons ça à mon retour. À votre retour? Oui, je vais à Naples rencontrer l'empereur. Tu vas me manquer, tu sais, mon Lorenzino. Si vous souhaitez que je me joigne à votre suite, c'est facile. Tiens, voici Côme.
C'est une véritable réunion de famille. C'est vrai, il ne manque plus que notre cousin, le cardinal Hippolyte. C'est pour me parler d'Hippolyte que tu viens me voir? Non, c'est au sujet de notre départ. Je venais vous remercier. Guichardin vient de m'apprendre que vous m'invitiez à vous accompagner à Naples. Vous ne m'apprenez rien. Personne n'est mieux renseigné que moi sur tout ce qui touche à mon maître. Je connais ses mœurs, ses crimes. Tenez, le dernier d'hier. Nul encore à Florence n'est au courant, sauf le duc, Maurice et moi-même. Votre cousin, Hippolyte. Cardinal? Une maladie soudaine au cours de son voyage. Vous le voyez bien, Alexandre est un débauché, un assassin. Et vous voudriez que, sachant cela, j'aille, dès notre arrivée à Naples, demander audience à Charles Quint pour faire l'éloge de mon cousin et témoigner de l'amour que Florence porte à son duc. Oh non, c'est impossible. Cela sera cependant, il le faut, et non seulement dans l'intérêt de Florence, mais dans votre propre intérêt, immédiat et lointain. J'ai surtout l'impression que c'est l'intérêt d'Alexandre qui est en jeu et celui de son ministre. Je ne le nie pas. C'est toute ma politique qui dépend de cette démarche. Voyez, je ne vous cache rien, pourtant il n'est pas dans mes habitudes de laisser deviner à mon interlocuteur l'importance que j'attache à ce que je lui demande. Mais avec vous, c'est différent. J'aimerais savoir pourquoi. Vous le saurez. Mais dites-moi d'abord que vous êtes décidé à parler à l'empereur. Quand Charles Quint vous aura entendu, ces dernières hésitations seront levées. Les effets des intrigues menées par les bannis seront annulés. Le mariage florentin sera définitivement conclu. Sa date fixée, peut-être. Admettons que je fasse cette démarche. Qu'en résultera-t-il? Pour me décider à agir contre ma conscience, il faudrait vraiment que... C'est bien ainsi que je l'entends. Savez-vous que votre cousin Lorenzo s'emploie à réveiller certains procès qui dorment depuis des générations? On me l'a dit, mais je ne vois pas le rapport. La solution de ce procès est entre les mains du duc Alexandre. Et cela signifie pour vous 35 000 florins de plus ou de moins. Ce n'est pas négligeable. Vous savez bien qu'Alexandre ne jure que par ce débauché de Lorenzino. Si le duc décide de faire pencher la balance, ça sera en faveur de son cher Lorenzino. Sûrement. Alors? Sûrement, moins que le mariage avec la bâtarde de l'empereur en dépende. Croyez-moi, Alexandre trouvera l'opération assez bonne. La certitude d'épouser la fille de Charles Quint vaut bien 35 000 florins payés par Lorenzino. Évidemment, vu sous cet angle. Mais il ne s'agit là que de mon intérêt immédiat. Il m'avait semblé vous entendre également parler tout à l'heure de mes intérêts plus lointains. Ce sont là des considérations politiques à longue échéance, encore que l'on ne sache jamais. Pour le moment, je sers loyalement mon maître. J'en fais les preuves. Je le sers, mais je le juge. C'est le plus mauvais potentat que Florence ait jamais subi. Cela signifie qu'elle ne mourra sans doute pas de vieillesse. Que deviendra alors Florence? Que deviendra alors Guichardin? C'est bien cela, n'est-ce pas? Si vous voulez. Le cardinal Hippolyte est mort. Lorenzo serait un maître pire que l'empereur. Il ne reste que moi. En effet. J'espère vous avoir convaincu que nos intérêts sont liés. Et je suis sûr que vous y verrez à la réflexion la meilleure garantie de ma loyauté à votre égard. Déjà? La sentence était écrite, le juge n'a eu qu'à la lire. Alors, tes 35 000 florins. Il faut peut-être que je débarrasse la table pour que tu puisses les compter. Oh, ne m'accable pas, je n'ai que ce que je mérite. Si tu t'en rends compte, ce procès perdu aura eu quelque chose de bon. Mais je comprends maintenant pourquoi Alexandre, depuis son retour de Naples, se dérobe, m'évite. S'arrange pour ne jamais rester seul avec moi. Tout a été arrangé là-bas, entre lui et Côme, sans doute, par l'intermédiaire de ce Guichardin. Guichardin t'a peut-être desservi. Mais crois-moi, il n'y a qu'un maître à Florence. Alexandre. Sois tranquille, je le hais maintenant autant que toi. Maintenant? Il me semble que la raison est suffisante, non? Non! Non, ce n'est pas parce qu'Alexandre vient de te faire perdre 35 000 florins qu'il faut le haïr. Comment, mais... Tu m'écouteras. Dans les premiers temps de son gouvernement, Alexandre n'a pas mérité la haine de Florence plus que ceux qui l'avaient possédé. Ducs, moines ou bourgeois. Il bannissait comme les autres, ni plus ni moins. Il aimait la vie sans y mêler trop de vices. Il lui fallait de belles filles. Les tavernes et les bouches des bas quartiers n'en manquaient pas. Comment, c'est toi? Je ne suis pas aussi prude que tu crois. Il m'est arrivé alors de prendre sa défense. Ce n'était rien qu'un mâle en quête de plaisir, une force, un Médicis. Et peu à peu, les... Ignoble. On compte plus dans Florence le nombre de monastères profanés, de nobles familles déshonorées. On apprend chaque jour un nouveau crime.
Le dernier de cette nuit. Tu en connais bien la victime. Louise Strozzi. La fille de Philippe? Quand Alexandre a réussi à forcer la porte de sa chambre, il n'a trouvé qu'un cadavre. Voilà une croix qui lui passe le nez. Quoi? Rien. Et tu sais, dans l'histoire du viol de Lucrèce, c'est toujours la fin que j'ai le moins aimée. Le suicide. Si tu n'en voulais pas, Alexandre, pour t'avoir fait perdre ton procès, tu le plaindrais pour cette nuit si bêtement gâchée. Hein? C'est à cela que tu penses. Dis-le! Montre-toi tel que tu es! Mais non, je t'assure. Et si je te dis que la prochaine proie guettée par ce pourceau est ta propre sœur, penseras-tu encore à tes 35 000 florins? Tu crois qu'Alexandre... Depuis 2 jours, il ne regagne jamais son palais sans s'arrêter longuement sous cette fenêtre. Ce matin, revenant de la messe, je l'ai vu qui attendait mon passage, a dû m'y dissimuler sous un porche. Oh, j'aurais dû y penser. Tu mérites bien de venir en tête sur les 2 listes. Quelle liste? L'une pour les beautés, l'autre pour les vertus. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais un autre aurait déjà bondi l'épée à la main. Et se serait retrouvé 1 heure plus tard en prison et le lendemain au gibet. Ta vertu me coûterait cher. À tout prendre, j'aimerais mieux qu'elle me rapporte. Tu ignoble, infâme. Va-t'en, sinon je t'arrache la peau. Eh bien, mon agneau, qu'ai-je dit de si affreux? Seigneur Lorenzo, Son Altesse vous fait demander au palais. C'est bien, va, je te suis. Tu obéis? Oui. Et je déploie tous mes charmes. Non, sois tranquille. Je le hais maintenant autant que toi. Cette porte qui nous lie au palais comme une chaîne à un boulet. Avant que Côme nous ait pris nos derniers florins, je jure de la faire condamner à jamais, de la faire murer. Garde-t'en bien. Il faut laisser les portes ouvertes. Le plus possible de portes ouvertes entre soi et son ennemi, si l'on veut que la vengeance puisse passer. Vous m'avez fait appeler monseigneur, me voici. Lorenzine, oh chère Lorenzine. Ah, ça fait du bien de te voir. Je m'ennuyais dans ce palais avec tous ces visages solennels qui m'entourent. Mais n'oublie pas nos conventions. Plus de vous ni de monseigneur lorsque nous sommes ainsi en tête à tête. Sinon, je croirais que tu es fâché. Moi, fâché, mon pigeon? Mais pourquoi serais-je fâché? Ne sois pas fourbe, mon Lorenzine. Je sais que tu as perdu ton procès ce matin. Et toi, tu sais que si tu l'as perdu, c'est parce que j'ai donné des ordres au juge Léliotéré. Un procès perdu, 10 procès gagnés. Et puis, un procès, c'est un peu comme un jeu. Celui qui est malheureux au jeu a des compensations. Oh. Ah, j'étais sûr que tu prendrais bien la chose venant de moi. Et il faut comprendre aussi. Gouverner est un art difficile qui consiste à flatter ses ennemis aux dépens de ses fidèles. C'est le seul moyen d'accroître le nombre de ses partisans. Je reconnais la sagesse de Guy Chardin. Et en effet, comment as-tu deviné? Cette formule est de lui presque mot pour mot. Mais je la trouve trop cynique. Je crois qu'il faut aussi savoir récompenser ceux qui vous aiment. Si ma récompense est à la mesure de ma tendresse, ma fortune est faite. J'ai mieux que la fortune à t'offrir. Ça existe donc? Mais c'est la gloire. La gloire? Écoute, Lorenzine, je ne connais pas à Florence de meilleur poète que toi. Oh, Si, je le pense vraiment. Mais il t'a manqué jusqu'ici l'occasion de faire reconnaître ton talent par le monde entier. Je ne désespère pas. Tu as raison. Cette occasion, je te l'offre. En compensation de ce procès perdu et pour te prouver mes sentiments. Tu sais que mon mariage va être célébré le 13 juin. Oui, je sais. Il y aura ce jour-là une fête, comme Florence n'en a encore jamais connue, même au plus beau jour du magnifique. Eh bien, je veux que ce soit toi et personne d'autre qui écrive la comédie qui sera donnée à mes invités en l'honneur de mes noces. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Crois-tu que je saurai? Oh, mais j'en suis sûr. Alors n'en parlons plus, mets-toi au travail et tu viendras me lire ta pièce dès qu'elle commencera à prendre tournure. Mais n'y passe pas tes nuits. Il y a mieux à faire le soir venu qu'à noircir du papier. Sauf
s'il s'agit d'ajouter quelques noms sur une certaine liste, car j'ai moi aussi dressé ma liste. Tu me la montreras, dis. Si tu leur donnes. Allons, donne. Pas tout de suite. Laisse-moi d'abord te faire part de mes scrupules. Toi, Lorenzino, des scrupules. Oui. Mais je n'en suis pas fier, mais c'est ainsi. J'ai mis un nom en tête de ma liste, et un sot préjugé m'interdit de faire ce qu'il faut pour y ajouter une croix. Cette liste, je veux la voir. J'en étais sûr. Si j'avais vu une croix en face de ce nom, je t'aurais enfoncé un poignard dans la gorge. Oh, elle est belle. Et sage. Oh, ça. Depuis 6 mois que son mari est mort, l'Odomine n'a pas levé les yeux sur un homme. Mais ça ne durera pas. C'est quelque chose! Parle, sinon! Mais il n'y a rien encore, ce n'est pas bien grave. Seulement, ce matin, ma sœur m'a avoué qu'en revenant de la messe... Eh bien? Elle avait senti qu'on l'observait. Elle n'a pu distinguer le visage du cavalier qui s'était dissimulé, mais elle a ressenti, oh, comment dire, un trouble. Embrasse-moi, Lorenzino! Elle m'a vu. Elle a été troublée. Ce cavalier... Oui! Ah, maintenant, tu vas m'aider. Je sais que je peux tout te demander. Le poète officiel de votre Altesse ne peut rien lui refuser. Non! Qu'on ne nous dérange pas! Ah, c'est toi, Benvenuto. C'est différent. Entre. Je craignais que ce soit un de mes vertueux ministres. Avec moi, monseigneur, vous n'avez rien à craindre. La vertu n'est pas mon fort. Non, je sais, je sais. Que veux-tu? Il s'agit de votre médaille. Je ne sais toujours pas quelle devise je dois y graver. Oh, c'est vrai, je n'y ai plus pensé. Allez, tiens! Bien voilà notre homme. Oh. Ah, Lorenzino, tu l'as dit toi-même, tu es désormais mon poète attitré. De plus, tu es bon latiniste. Oh, disons acceptable. Mais je compte sur toi pour composer la devise pour la médaille à laquelle travaille maître Benvenuto Celli. Mais je ferai de mon mieux. Il faut sans doute 2 inscriptions, une pour l'avers et une autre pour le revers. Pour l'avers, je pensais y graver en latin les noms et titres de monseigneur. Fort bien. Je me charge donc du revers. Je vous promets de trouver pour le revers de votre médaille quelque chose qui sorte du commun. Eh bien, maître Benvenuto, te voilà satisfait? En partie, monseigneur, j'avais encore une autre requête. De l'argent! Certes, cela ne se refuse guère, mais ce n'est pas encore ça. Ah, bandit, tu gardes quand même la bourse! Tu as de la chance de tomber sur un bon jour. Lorenzino m'a mis de bonne humeur. Alors? Je sais que cela ne vous plaît guère, mais j'aurai encore grand besoin d'une séance de pause. Comme d'habitude, le buste nu? Oui, monseigneur. Bien, aide-moi. Tu admires cette cotte de maille, hein? Fiefé bretteur. Ah, je n'en connais pas de comparable. Finesse, légèreté. Il faut des mois, des années de travail pour arriver à cette perfection. Je n'en supporterai jamais d'autre. Tu préfères, je crois, mon cabinet de travail? La lumière vient du midi. Monseigneur, si vous le permettez, je vous laisserai avec Benvenuto. J'ai hâte de travailler à cette comédie. Ah mais oui, va, mon agneau, et mets-y tout ton cœur. Ah, maître Benvenuto, si tu ne veux pas que je m'endorme pendant la séance de pause, tu peux me raconter une de tes aventures. D'amour ou d'épée, monseigneur? Peu importe, avec toi, toutes tes aventures d'amour finissent par des coups d'épée. Si seulement la réciproque était vraie. Vous n'entendez rien, ma belle lettre, ni l'un ni l'autre. Grâce à Lorenzino et à sa comédie, mes noces ont éclipsé les plus belles fêtes qui se soient jamais données en Italie. 6 mois ont passé et on ne parle encore que de ce succès. Je me suis sans doute mal exprimé, monseigneur. Je ne discute pas le talent de Lorenzino. J'ai moi-même beaucoup goûté son aridossia.
Mais je n'ai pu oublier une certaine phrase du prologue, ni surtout le ton sur lequel elle a été dite. Mais quelle phrase, quel ton? J'étais là, j'ai tout entendu. Je l'ai noté le soir même. Et bientôt, vous verrez une plus belle comédie de sa façon. Et après, mais j'espère bien en voir une avant peu. Encore que je doute qu'il puisse mieux faire. J'ai trouvé, et je n'ai pas été le seul, que ces mots sonnaient comme une menace. Bah, s'ils ont été mal dits. Justement, j'ai interrogé l'acteur Bellino, c'est Lorenzino en personne qui a dirigé les répétitions. Et c'est lui qui a donné le ton pour dire cette phrase-là. Tu penses donc qu'il faut y voir une menace? Oui, monseigneur. Contre ma vie, évidemment. Hélas. Alors, comment expliques-tu qu'après plus de 6 mois, je sois là bien vivant, à t'écouter, hein? Et toi, quelle réplique d'Aridosia as-tu notée? Je voulais aussi vous parler de cette comédie, monseigneur, mais non plus du texte. Ah, attention, s'il s'agit de la musique, je t'avertis que Lorenzino n'y est pour rien. Il s'agit du décor. J'ai ici un rapport... Encore tes stupides policiers. Ah non, monseigneur, le rapport est signé de vos 2 architectes, Aristote et Vasari. Si le décor avait été construit comme Lorenzino l'avait demandé, un plancher supportant l'orchestre et les choristes eût risqué de s'effondrer à l'endroit même où vous deviez prendre place avec Madame la Duchesse et vos principaux invités. Et après? Lorenzino n'est pas architecte. Il a proposé un décor, les hommes de l'art l'ont refusé. Lorenzino n'a pas insisté, on en a construit un autre. Qui trouve-tu à redire? Non, non, ces 2 ânes t'ont fait ce rapport pour se mettre en valeur. Cependant... D'ailleurs, Lorenzino était assis juste derrière moi, alors que lui reproche-t-on? D'avoir voulu attenter à ma vie ou à la sienne? Il eût sans doute choisi une autre place si... Si. Supposition! Attention malveillante! C'est bon. Continuez, videz votre sac une bonne fois. J'ai consigné ici les résultats de l'enquête à laquelle je me suis livré personnellement pendant des semaines et des mois à la suite de la disparition de votre côte de maille. Ah? Alors? Eh bien, je conclus... Enfin, je suis d'avis... Il me semble que seul Lorenzino... Je suis d'avis, il me semble! Est-ce que je te paie pour avoir un avis? Ou pour confondre des coupables? Les preuves, où sont les preuves? Après plusieurs mois d'enquête, tu ignores que le jour où ma côte de maille a disparu, nous avons été 2, Benvenuto et moi, à voir sortir Lorenzino. Et après son départ, nous avons encore été 2 à voir la côte de maille. Elle était ici. Tiens, là, sur ce meuble. Je vois bien que notre zèle à vous servir vous importune, monseigneur, mais j'aurai accompli mon devoir jusqu'au bout. Je n'ai plus qu'une note de police à vous soumettre. Elle vient d'un de mes meilleurs agents. J'écoute. Il s'est tenu la semaine dernière, dans une villa proche de Florence, une réunion de conspirateurs présidée par Strozzi. Philippe? Ah non, monseigneur, Philippe est toujours à Rome. Il s'agit de Pierre, son fils aîné. Continue. Lorenzo de Pierre François de Médicis assistait à cette réunion, au cours de laquelle... Il n'a été question que de l'assassinat de sa seigneurie Alexandre de Médicis, duc de Toscane. En effet, vous avez deviné. Je n'ai rien deviné du tout, imbécile. On me l'a dit avant toi, c'est tout. Et sais-tu qui me l'a dit? Lorenzino. Oui. Il a même ajouté, il y avait là une mouche de messer Maurice, mais je parie que son rapport mettra 8 jours à vous parvenir. Et maintenant, laissez-moi, tous les 2. Vous m'avez fait perdre assez de temps pour aujourd'hui. Guichardin! Monseigneur? Lorenzino doit être arrivé au palais. S'il attend dans mon antichambre que ce conseil soit terminé, fais-le entrer, j'ai hâte de le voir. Je sais qu'il apporte une preuve, lui, de son amitié, de son dévouement. Entre, Lorenzino. Ah, j'ai cru que je ne me débarrasserais jamais de ces 2-là ce matin. Il n'en finissait pas de chanter mes louanges. Oh, tais-toi, si tu les avais entendus. À dire le vrai... Non. En somme, il ne me reste plus qu'à t'apporter cette preuve. C'est fait.